Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ici d'ailleurs, consacré à la migration, dans un nouveau format avec un interview aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Stéphane Bigler qui va nous parler de migration. Bienvenue Stéphane. Merci beaucoup, Lila. Donc tu es suisse, tu es un expert en développement, en questions humanitaires et migratoires, avec beaucoup d'expérience sur le terrain. Tu vis actuellement en Grèce, sur l'île de Samos. Tu travailles actuellement pour une ONG qui défend les droits des requérants d'asile. Alors, comme première question, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que tu observes à Samos dans ton travail. D'où les gens viennent-ils, de quel contexte ils viennent et dans quelles conditions est-ce qu'ils sont accueillis en Grèce? Volontiers. Alors peut-être juste tout d'abord pour situer Samos, c'est une île en mer Égée, en Grèce, qui se trouve juste à quelques kilomètres de la Turquie. Et puis c'est la raison principale pour laquelle il y a beaucoup d'arrivées de requérants d'asile sur cette île. En 2023, il y avait plus que 7800 personnes qui sont arrivées à Samos. Et puis, ils arrivent tous dans des petits bateaux, souvent des bateaux gonflables, dans des groupes entre 10 et 30 personnes. Et puis, ils arrivent tous, comme on dit, de façon irrégulière, donc ils n'ont pas de visa. Et puis, ils viennent pour déposer une demande d'asile en Union européenne, donc notamment précisément en Grèce. C'est des gens qui viennent actuellement avant tout de l'Afghanistan, de la Syrie. Il y a beaucoup de Palestiniens, il y a des Érythréens aussi, des Soudanais de plus en plus, mais aussi beaucoup d'autres nationalités. Ça dépend toujours des situations politiques mondiales ou des situations de conflit dans différents pays. C'est des familles, c'est des hommes seuls, c'est parfois des enfants, des mineurs non accompagnés, donc des enfants seuls, parfois des femmes avec plusieurs enfants sans mari. Et voilà, j'ai lancé les pays d'où ils viennent, c'est majoritairement des pays en guerre ou en conflit armé, ou des pays avec des régimes autocrates. Voilà, c'est avant tout des gens qui fuient pour des raisons qui leur donnent le droit de recevoir l'asile en Europe. Mais il y a aussi une partie des gens minorités qui quittent leur pays pour des raisons de manque de perspectives économiques dans leur pays ou quelques autres raisons. Ce qui se passe à Samos quand les gens arrivent, c'est qu'ils sont tous placés dans un camp. Ils sont logés tous là. C'est un camp qui ressemble un peu à une prison à air ouverte. C'est un camp qui a été construit et financé à 100% par l'Union européenne. Puis c'est vraiment assez. La première fois que je l'ai vu, en réalité, c'était presque un peu choquant. Il y a deux lignes de clôture barbelées autour qui font 4 mètres de haut. Et à l'intérieur, il y a des containers, il n'y a rien qui est vert. Et quand moi je suis venu la première fois, c'était l'hiver, il faisait froid, il y avait un vent très fort. Et puis ça décrit un peu les conditions dans lesquelles ils sont accueillis. Déjà, l'endroit, il est assez pas très accueillant. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes pour les services de base qui devraient être fournis à ces personnes, surtout qu'ils sont obligés de rester dans ce camp. Ils ont le droit de quitter pendant la journée, mais ils doivent rester là la nuit. Et puis beaucoup de personnes restent pendant des mois. J'ai rencontré des gens qui sont là depuis plus qu'une année. Il y a un manque d'eau en permanence presque. Il y a la quantité et la qualité de la nourriture qu'ils reçoivent est très médiocre, pour dire le meilleur. L'accès aux soins, l'accès à la médecine est très compliqué. Il y a heureusement des ONG qui soutiennent, des ONG humanitaires qui soutiennent ce travail, mais ça reste très compliqué pour beaucoup de gens. Et puis juste encore pour finir, il y a actuellement environ 2000-2300 personnes, mais il y avait un moment en automne 2023, il y avait juste à 4300 personnes, et les gens étaient obligés de dormir par terre, dans les salles de classe, dans les cafétérias, sans matelas, sans aucune vie privée, y compris pour les familles. Merci. Et quel est un peu le parcours typique ou quel est le vécu des gens qui arrivent sur l'île de Samos? Je pense qu'il faut dire qu'il n'y a pas vraiment un parcours typique, comme les gens viennent de beaucoup de pays très variés, avec aussi des histoires, des guerres personnelles très différentes. Mais une chose, je pense qu'on peut voir un peu un parcours typique, c'est justement la traversée depuis la Turquie en Grèce. Et
ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de ces bateaux qui tentent d'arriver en Europe, en Grèce, qui sont interceptés en route, soit par les gardes-côtes turcs, qui les ramènent en Turquie. Ça fait partie d'un accord entre l'Union européenne et la Turquie, que la Turquie essaie de ne pas laisser partir les migrants de leur pays en Europe. Mais il y a aussi beaucoup qui sont interceptés déjà en mer territoriale, en eau territoriale grecque, par les gardes-côtes grecs, qui, de façon illégale en vue des obligations internationales et du droit international, qui retournent ces gens, qui les refoulent, on parle toujours de pushback ici, qui les refoulent en mer turque. Et là, ils sont sauvés, soi-disant, par les gardes-côtes turcs et ramenés en Turquie. Ce refoulement est très bien documenté. Ce refoulement, beaucoup de gens le vivent. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ont été refoulées plusieurs fois par les gardes-côtes grecs. Mais la Grèce officielle le nie toujours, et aussi l'Union européenne laisse la Grèce faire son problème, parce que c'est dans leur intérêt que les gens n'arrivent pas finalement en Europe. Je vois. Tu mentionnes l'Union européenne, et c'est un hasard complet, mais il se trouve qu'aujourd'hui ont lieu les élections du Parlement européen. Et donc, je voulais te demander quels sont les objectifs de la politique migratoire de l'Union européenne et comment est-ce que ça fonctionne. Alors, je pense qu'on peut parler des deux objectifs principaux de la politique migratoire européenne, au moins les objectifs affichés. C'est garder le contrôle sur les frontières externes, les frontières européennes externes, et réduire l'immigration irrégulière. Et pour ce faire, l'Union européenne emploie deux stratégies principales, à mon avis. Une, c'est de conclure des accords avec des pays voisins, comme j'ai déjà mentionné, avec la Turquie, mais il y a aussi avec la Libye, la Tunisie, le Maroc, et récemment avec l'Égypte, avec presque tous les pays frontaliers avec l'Union européenne, au moins en Méditerranée et Moyen-Orient. C'est des accords souvent avec des pays qui ne sont pas démocratiques, quand on parle de la Libye, c'est même un failed state, comme on dit, un État qui n'est pas vraiment un État parce qu'il y a le gouvernement contrôle que très peu de territoire et il n'y a pas d'État de droit. Donc c'est des accords dans le cadre desquels ces pays se mettent d'accord ou sont d'accord d'essayer de garder les migrants dans leur pays, de les empêcher de quitter vers l'Europe, et puis l'Union européenne leur paye de l'argent pour ce faire. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième, c'est la sécurisation de la frontière externe. Et on peut, je pense aujourd'hui, sans exagérer, parler d'une certaine militarisation des frontières européennes externes. Et puis là, il faut mentionner Frontex. C'est l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes qui est l'acteur principal de cette stratégie et qui soutient les États de l'Union européenne dans le contrôle des frontières externes. La Suisse, d'ailleurs, elle contribue au financement de Frontex dans le cadre des accords Schengen. Et aujourd'hui, Frontex a un budget annuel qui est plus de 1 milliard d'euros, comme je dis, annuel. Donc, c'est une très grande agence européenne. Et puis, par exemple, en mer Égée, donc autour de Samos et des autres îles grecques, Frontex emploie des bateaux et aussi un avion pour détecter des bateaux avec des migrants qui se dirigent vers la Grèce. Et puis, elle en informe les gardes-côtes grecs qui procèdent à des refoulements finalement. Voilà, et puis je pense, comme ça on voit aussi que la politique migratoire européenne, elle résulte finalement dans des violations très graves des droits de l'homme et très directement aux frontières européennes. Et c'est très consciemment accepté et en partie financé aussi par l'Union européenne. Peut-être il faut juste ajouter que j'ai parlé des refoulements avant. C'est malheureusement très souvent, ça implique des violences physiques ou psychiques envers les personnes qui sont refoulées. Et ça, évidemment, c'est des gens qui ont déjà vécu beaucoup de traumatismes souvent. Et puis, c'est des violations systématiques des droits de l'homme qui se passent à la frontière européenne. Intéressant. Oui, c'est pas anodin du tout si l'Union européenne ne respecte pas ses engagements et qu'elle se compromet avec certains États peu démocratiques. Et justement, je me demandais quelles sont les implications de cette politique migratoire de l'Union européenne sur l'Union elle-même, sur ses valeurs, sur les valeurs qu'elle défend. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup des implications et je pense qu'il y aura beaucoup qu'on verra probablement que dans quelques années. Mais
au jour d'aujourd'hui, je pense une chose importante à voir, c'est que l'Union européenne se rend elle-même politiquement très vulnérable avec cette politique migratoire. La Turquie, par exemple, reçoit beaucoup d'argent pour ne pas laisser entrer les migrants en Europe, et ça lui donne un levier politique extrêmement fort. Et puis elle l'utilise aussi de façon assez habile pour négocier des choses avec l'Union européenne. Ce qui se passe depuis des années maintenant à la frontière biélorusse-polonaise, c'est exactement aussi une faiblesse que l'Union européenne s'est créée elle-même. Des migrants sont amenés par la Biélorussie, probablement avec un accord ou avec le soutien de la Russie. Et ces gens, ils essaient d'entrer en Union européenne et ça crée une crise politique et humanitaire. Si on laissait entrer ces gens plus facilement, la situation serait complètement différente. Et puis l'Europe est un peu prise en otage et se laisse prendre en otage par exemple par la Russie et la Biélorussie à cause de ça. Je pense par contre, ça c'est des effets qu'on voit aujourd'hui, mais je pense que plus fondamentalement, cette sécurisation des frontières européennes qui implique beaucoup de violations des droits de l'homme, ça nuit largement, à mon avis, à l'image que l'Europe a dans le monde entier. Et je pense que l'image de l'Europe était globalement quand même encore assez positive, mais en Afrique et au Moyen-Orient, cette politique migratoire affaiblit largement le royaunement de l'Europe dans ces régions pour les populations, comme ils voient que les gens sont maltraités finalement quand ils essaient d'entrer en Europe et qu'on leur refuse la possibilité de trouver la sécurité ou un meilleur avenir en Europe. Mmh. Et après, je pense, j'ajoute une couche encore peut-être un peu plus fondamentale, plus profonde, c'est que les violences qui sont perpétrées de façon, on peut dire, systématique aux frontières européennes aujourd'hui, ils mettent en péril les valeurs fondamentales sur lesquelles l'Europe ou l'Union européenne, ou les deux, sont fondées ou sont censées être fondées, la liberté et l'égalité des personnes, les droits de l'homme notamment, mais aussi l'état de droit. Et je pense que cette érosion des droits qu'on voit aujourd'hui touche aux groupes les plus vulnérables et marginalisés, c'est les requérants d'asile, parce qu'ils n'ont pas de moyens de se défendre ou de se faire entendre. Mais je pense que cette normalisation de la violence envers ces personnes, ça va aussi amener à une érosion déjà du droit d'asile, mais ça peut à moyen terme amener à une érosion du droit de l'homme plus globalement. Si on commence à accepter de couper les droits de quelques catégories, on peut étendre le coupage des catégories à d'autres catégories. Et je pense que c'est une tendance qui est très dangereuse et qui peut vraiment mettre en question les valeurs fondamentales sur lesquelles l'Europe est fondée. Et ce qui est aussi intéressant, et on a vu ça maintenant avec les élections européennes, malheureusement, l'extrême droite a très fortement, ou semble avoir gagné très fortement, les résultats ne sont pas encore vraiment sortis. Mais on est aussi, depuis des années, on voit que ce n'est plus seulement les partis politiques de l'extrême droite qui ont le monopole, disons, sur une politique migratoire très restrictive et très dure, mais c'est aussi les partis centristes qui ont incorporé ce discours, pas que le discours, mais aussi ces politiques, souvent en pensant qu'ils peuvent comme ça gagner les voix de l'extrême droite et puis affaiblir la droite. Mais en réalité, ça ne marche pas du tout. Et la politique, elle glisse vers la droite d'une certaine façon par peur de l'extrême droite. Et donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est des partis, pas que socialistes, mais aussi du centre, qui disent mais on veut une politique migratoire différente. On est quand même un continent qui avec des richesses économiques énormes et des potentiels énormes, et puis aussi avec une histoire de solidarité. Et on devrait avoir une politique migratoire qui est plus ouverte et plus solidaire. Mais je pense que c'est la seule façon de contrer cette montée de la droite. Merci. Je me demandais justement, et là je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais avec justement la montée des droites conservatrices et extrêmes en Europe, et dont certains qui disent qu'on ne peut pas accueillir tous les réfugiés, en particulier économiques, des pays les plus pauvres. Quelle réponse est-ce que tu suggères? Et puis là derrière aussi, c'est un peu la question, est-ce que cet effet dissuasif d'un contrôle sécuritaire de la défense des frontières, même militarisé comme tu disais,
est-ce que ça fonctionne selon toi? Ouais. Alors pour la première question, je pense qu'il faut tout d'abord voir que la politique migratoire actuelle, elle empêche beaucoup de réfugiés selon la droit international, des gens qui sont persécutés ou qui viennent d'un pays en guerre, de venir en Europe. Donc c'est pas du tout que une question des réfugiés économiques, comme on les appelle. Donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir, qui auront le droit selon le droit international de venir. Après, il faut dire qu'il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup d'inégalités au monde. Le système économique mondial crée en partie ces inégalités. Et puis l'Europe, l'Occident continue à être le bloc le plus fort qui, d'une certaine façon, continue à dicter ou à créer les règles du commerce, de l'économie mondiale. Et puis on a, à mon avis, quand même une responsabilité qui est aussi envers d'autres personnes. On a une responsabilité comme Européens parce que c'est nous qui créons beaucoup de richesses chez nous, mais aussi pas mal de pauvreté dans d'autres pays. Après, il y a par exemple le changement climatique. Il y a de plus en plus de déplacements à cause des changements climatiques. C'est aussi, de nouveau, c'est les pays riches qui sont les plus grandes sources du changement climatique, si on peut dire comme ça. Et donc, je pense il faut avoir une solidarité, il faut laisser entrer plus de gens. Et pour les gens qui viennent vraiment, disons, d'un point de vue à des raisons économiques, comme on dit, ceux qui veulent juste une meilleure vie, mais ils ne vont pas très, très, très mal chez eux. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Je dis peut-être on ne pourrait pas accueillir tout le monde qui voudrait venir, mais on est tellement loin actuellement dans cette situation que je dis il faut quand même ouvrir plus, on laisse presque plus personne entrer. Et c'est un peu de faire peur aux gens de dire tout le monde voudrait venir en Europe. C'est pas du tout le cas, c'est pas tout le monde. Et voilà, je pense qu'il faut d'abord ouvrir un tout petit peu les frontières pour pouvoir dire si ça créera un problème ou pas, avant de faire peur aux gens, de dire que tout le monde voudrait venir. Bien sûr. Oui, je voulais rebondir sur ça en fait. Quelles seraient tu parlais avant d'une politique migratoire différente. Quelles seraient tes recommandations pour les dirigeants ou les États? Comment est-ce qu'ils pourraient approcher cette politique migratoire un peu mieux? Je pense pratiquement, il faut reconnaître que l'Europe vieillit et a besoin de beaucoup de migrants. Elle en aura besoin de plus en plus dans les décennies à venir. Donc, au lieu de créer cette peur autour de la migration, de faire une migration plus, disons, rationnelle, qui dit on a besoin de gens pour l'économie. Et donc, déjà accepter ça changera beaucoup la politique migratoire. Et en fait aussi, après, utiliser l'argent qu'on utilise maintenant pour essayer d'empêcher les gens de venir, utiliser cet argent et ces ressources pour accueillir, pour intégrer socialement, économique les personnes. Et puis on viendrait, comme on le voit dans beaucoup de pays où il y avait beaucoup d'immigration, ça crée énormément ni de pauvreté, ni de problèmes de sécurité. Je pense pour les réfugiés, il faudrait redonner la possibilité de faire une demande d'asile dans les ambassades. Ça a été le cas dans beaucoup de pays, incluant pour la Suisse, il y a déjà assez longtemps, mais c'était possible en passé, pour éviter que les gens doivent faire ces voyages très compliqués, très, très dangereux pour venir ici. Donc voilà, aussi un peu plus d'ouverture là. Et je pourrais m'imaginer un système qui pourrait faire penser un peu à la green card américaine, où il y a un certain nombre de visas qui sont offerts par l'Union européenne à des gens qui sont intéressés de venir travailler, même s'ils ne sont peut-être pas les plus haut qualifiés, mais pour donner disons, une chance réelle à tout le monde de venir. Et ça pourrait peut-être aussi réduire un peu le nombre de gens qui prennent un risque parfois très haut pour venir en Europe, parce que c'est leur seul moyen de venir, c'est de venir en bateau et en traversant le désert. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que simple citoyen? Tout d'abord, voter. Moi, je pense, voilà, quand on habite en Suisse, où la plupart des éditeurs, je pense que voter, c'est important. Aussi, parler de ce sujet, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances, de fausses informations. On peut évidemment, si on est intéressé, devenir actif, s'engager dans une association qui travaille avec les requérants d'asile, les réfugiés, et puis finalement
un soutien financier à ce grand nombre d'organisations qui travaillent justement pour les droits de l'homme en Europe, pour les droits des réfugiés. C'est aussi important, comme le financement est assez compliqué pour ce sujet qui est très politique ou qui est perçu comme très politique. Merci. Enfin, je voulais te demander s'il y a des réflexions plus personnelles sur la migration dont tu voulais nous faire part, notamment pourquoi cette thématique est un sujet aussi central ou, disons, instrumentalisé politiquement, et ça depuis des décennies. Oui, alors ça c'est une question que je me pose souvent et voilà, sur laquelle je me suis fait beaucoup de réflexions. Moi je pense que ultimement c'est une question c'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger, qui est très profondément ancrée d'une certaine façon chez beaucoup d'humains et qui est très facilement réveillée. Et les partis d'extrême droite, voilà, ce qu'ils font à mon avis, c'est qu'ils font appel à deux aspects. On peut peut-être appeler même instinctif, la sécurité et la prospérité économique. Donc, prospérité économique, peut-être pas la grande voiture, mais d'avoir assez à manger, un toit et des choses comme ça. Et comme ce sont des aspects instinctifs, les faits et les chiffres n'ont que peu d'influence sur ce débat. C'est beaucoup plus les émotions. Et c'est les émotions qui sont utilisées par l'extrême droite, et malheureusement, elle avait beaucoup de succès depuis très, très longtemps. Et je pense si on va encore une couche plus profonde, je pense c'est ultimement une question de racisme. On le voit aussi, ou on l'a vu très bien, avec l'accueil des Ukrainiens en Europe. Ces personnes ont été accueillies ou continuent d'être accueillies de façon très positive et je trouve ça formidable. Pendant qu'on ferme les frontières et on emploie la violence physique contre des populations majoritairement musulmanes, majoritairement couleur de peau, pardon, brun ou noir. Et je pense là, l'Europe doit vraiment se questionner plus profondément, surtout que depuis plusieurs années, on parle aussi d'antiracisme, mais je pense le fondement même de notre politique migratoire, il est ancré dans ce racisme qui existe encore beaucoup trop souvent aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet épisode, mais j'aimerais vraiment te remercier d'avoir partagé tes impressions, tes expériences et toutes ces réflexions sur cette thématique qui mène à des débats vifs, comme on le voit ici d'ailleurs, et qui nous concernent tous. Donc merci beaucoup Stéphane, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Julien, à bientôt.